Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir patienté et de nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes réunis pour un webinaire sur la thématique de l'inclusion numérique dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Donc, nous avons plusieurs intervenants qui vont se succéder, mais pour vous faire un petit peu le topo avant de démarrer de façon très concrète, vos micros sont coupés afin de faciliter les présentations de nos intervenants et éviter toute interférence. Vous pouvez poser vos questions soit via le chat, soit en levant la main. Ma collègue Andrea et moi-même, nous arrangerons pour vous donner la parole en temps et en heure. Donc, étant donné que mon nom ne s'affiche pas, je me présente. Je m'appelle Kessie Jordier, je suis chargée de mission au sein de l'association Ville et Territoire Occitanie. Donc, chargée de mission à la fois sur la question de la lutte contre la pauvreté, euh, plutôt en milieu ruraux, et sur le volet questions urbaines de la politique de la ville. Voilà. Ce webinaire sera enregistré et mis à disposition en rediffusion sur le site internet de Ville et Territoire pour ceux qui voudront y rejeter un œil ou tout simplement pour les personnes qui n'auront pas pu se rendre disponibles. Euh, Normalement, on aurait dû avoir une introduction de Monsieur Pélisson, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit déjà arrivé. Donc, je vous propose de poursuivre cette petite introduction et je laisserai par la suite la parole à monsieur Luis Salguero. Donc, pour faire très synthétiquement, donc comme je le disais plus tôt, ce webinaire s'inscrit dans l'animation régionale du Pacte des solidarités afin de mettre en avant des initiatives existantes sur le territoire. La thématique qui nous réunit aujourd'hui est donc l'inclusion numérique. On vit désormais dans une société où le numérique la place du numérique se fait de plus en plus prégnante, comme l'illustre la dématérialisation d'une grande majorité des services du quotidien. Et en effet, un des éléments qui remonte régulièrement de la part des professionnels sur le terrain est le fait que le tout numérique est source d'exclusion pour les publics les plus précaires. Donc, l'une des questions qui peut se poser, pardon, serait de savoir comment coupler ceci avec le besoin d'accompagnement de certains publics, comment pouvoir agir en faveur de l'inclusion numérique, voir si on tourne la question différemment, lutter contre l'exclusion numérique. Donc, ce webinaire sera l'occasion de vous montrer plusieurs solutions qui existent et qui viennent apporter leur pierre à l'édifice dans le traitement de cette problématique moderne. Donc, dans le cadre de la stratégie pauvreté, désormais qui a laissé sa place au pacte des solidarités, la question du numérique était traitée en trois axes. Donc, dans un premier temps, une logique d'acculturation au numérique des acteurs de l'accompagnement social. Dans un deuxième temps, le développement d'outils numériques pour faciliter le travail social. Et puis enfin, la mise en place d'actions dans l'espace numérique. Donc, ceci étant dit, je laisse la parole à Monsieur Salguero pour compléter mes propos. Merci beaucoup et bon webinaire à vous. Merci, bonjour. Louis Salguero, donc je suis responsable du pôle inclusion numérique au sein de l'association La Mêlée, une association basée en région Occitanie, à Toulouse et Montpellier, et qui diffuse le numérique, qui facilite voilà, la diffusion du numérique au sein des différentes strates de la société. Et plus particulièrement, je suis en charge de coordonner le Hub pour un numérique inclusif d'Occitanie, qui s'appelle RINOC, comme réseau et hub, pour l'inclusion numérique en Occitanie. Je vais vous partager un petit support pour vous présenter un petit peu comment on va s'organiser ce matin. En tout cas, merci à toutes et tous de vous être connectés, vous êtes en nombre aujourd'hui, et ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait que c'est une problématique qui doit être prioritaire. On espère que pour ces publics, eh bien, d'autres leviers seront développés, sont déjà développés certes, mais davantage encore sur notre territoire en région. Donc, pour commencer, bon, il y avait effectivement Monsieur Eric Pélisson qui, pour rappel, travaille sur cette question-là à nos côtés aussi et dans différents groupes de travail au sein de l'animation régionale sur ces questions. Donc, depuis l'année dernière, le Hub pour un numérique inclusif eh bien, mène des actions auprès des conseils numériques et on va voir qui sont-ils et auprès des structures de la lutte contre la pauvreté et encore cette année. Donc, vous avez fait la connaissance de Ville et Territoire si vous ne les connaissiez pas, et moi-même, donc, qui est en charge de ce dispositif d'appui. Donc, un dispositif d'appui en région qui est financé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires
et la Banque des territoires, et également dans le cadre là de la lutte contre la pauvreté, avec le soutien eh bien, de Monsieur le commissaire Eric Pélisson. Notre but, c'est d'accompagner les acteurs afin qu'ils trouvent des leviers qui peuvent être techniques, qui peuvent être aussi via l'animation, la création de synergies, la mise en réseau des acteurs, et aussi eh bien, essayer de faire en sorte que on puisse aussi développer nous-mêmes nos solutions. Donc, que ce soit pour créer, concevoir ou développer des projets, vous pouvez toujours nous joindre sur l'inclusion numérique. On pourra travailler avec vous les différents leviers qui peuvent être adaptés à ce que vous voulez faire. Donc sur le plan d'intervention, je vous propose un petit temps d'abord de définition et aussi de gravité autour des enjeux hein, de l'inclusion numérique dans une perspective de lutte contre la pauvreté, et puis de voir ses leviers. On reviendra en suivant plus avec des acteurs hein, que je remercie, qui sont à nos côtés ce matin, des acteurs qui portent des actions pour l'inclusion numérique, qui parfois eux-mêmes sont des acteurs qui luttent contre la pauvreté dans leur mission initiale, et ce avec donc Gers Solidaire, avec aussi Solinum, avec Reconnect, avec Réfugiés.info et peut-être d'autres, peut-être vous, parce que le but c'est aussi d'échanger et pas que de faire une présentation descendante. Donc l'inclusion numérique, qu'est-ce que c'est? Donc il y a plusieurs définitions à l'inclusion numérique, mais globalement, c'est le fait de rendre accessible le numérique à tous les publics, afin de favoriser leur autonomie, leur insertion sociale, professionnelle, économique, et dans un contexte où on le sait, tout se numérise, tout se digitalise. C'est une bonne, une mauvaise nouvelle. Bon, voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça laisse des personnes de côté. Et aujourd'hui, eh bien, on a ce concept-là d'inclusion numérique qui désigne toute action qui vise à réduire cette fracture numérique. Comment on est éloigné du numérique? Comment on se retrouve éloigné du numérique? Déjà, par l'infrastructure elle-même sur les territoires, vous êtes au courant, on a plusieurs politiques publiques qui visent à aménager le territoire pour avoir accès à Internet, tout simplement. Que ce soit mobile ou filaire, en tout cas, selon les territoires, on n'a pas tous accès à la même couverture. C'est un fait. L'équipement des ménages aussi, et ça c'est encore plus vu durant la période du Covid, de la crise Covid. L'équipement des ménages est très déterminant. On sait que bah, il y a peut-être pas un équipement, un ordinateur par foyer pour chaque personne, chaque enfant qui va devoir suivre des programmes en ligne, etc. Donc, comme je disais, ça c'était beaucoup remarqué à ce moment-là. Le niveau d'usage numérique, on n'est pas tous égaux. Déjà à la maison, d'avoir un ordinateur, c'est déjà une chance. En avoir plusieurs, c'est aujourd'hui l'idéal en l'occurrence. Mais derrière, eh bien, il y a la question des compétences, donc le niveau d'usage, qui fait que, et on va le voir, selon des facteurs, hein, va être plus ou moins élevé aussi. Donc, c'est une question de compétences. Et puis, l'accessibilité des plateformes. Donc, on sait que les plateformes et leur langage, hein, je ne parle pas que de la technique et du visuel, c'est aussi une question prioritaire, puisque on sait que d'un site à l'autre, on va pouvoir retrouver différentes informations, différentes fonctionnalités, sans parler du qui fait quoi sur les plateformes pour accéder à tel ou tel service. Donc tout ça, c'est lié au niveau de vie. Et on le sait, il y a des zones prioritaires, hein, la pauvreté en milieu rural et urbaine, comme en quartier politique de la ville. Tout de suite, on va avoir un niveau d'exclusion, un risque d'exclusion plus élevé. Des particularités culturelles aussi et métiers en lien avec la société. C'est vrai que dans certains milieux, on va peut-être pas prendre le numérique au niveau textuel, mais plutôt son téléphone, par exemple. Le niveau d'éducation de la population aussi en lien avec l'illettrisme, en lien avec le niveau de scolarisation, en lien avec la familiarité aussi bah, du ménage, hein, avec les équipements et l'informatique. Et donc, voilà, grosso modo, quoi. Et en lien avec la situation aussi, évidemment. Si on ne parle pas français, par exemple. À quoi ça conduit, l'exclusion numérique? Eh bien, au non-recours, souvent. Vous allez pouvoir constater, il y a différentes études qui sont sorties, et notamment celle-ci. Hein, on prendra le dossier de l'adresse numéro 97 aussi, hein, ou 92. On sait qu'aujourd'hui, on a quand même un non-recours qui s'élève à plusieurs milliards d'euros. Que ce soit sur les questions de minimum vieillesse ou d'accès au RSA, ainsi que à l'allocation de retour à l'emploi. Donc, on est sur un enjeu assez majeur finalement, hein. Le creusement des inégalités se fait finalement quand on n'a pas accès au numérique sur
plein de questions. L'emploi, l'accès au droit, les obligations légales, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, la sociabilisation, la consommation, bref, tout, la santé, j'aurais pu mettre, et d'autres, mais et la mobilité aussi. Aujourd'hui, beaucoup de choses passent par le numérique, donc on est petit à petit, quand tout se digitalise, exclu de beaucoup de facettes de la vie. Donc voilà un peu l'enjeu finalement à eh bien, travailler des actions d'inclusion numérique pour lutter contre la pauvreté. On sait aussi que, alors qui ça touche, hein, une personne sur deux, finalement, doit être accompagnée sur le numérique. Il y a un premier niveau de personnes qui sont dans une situation de ce qu'on appelle d'électronisme, qui n'ont aucune base sur le numérique, qu'il faut accompagner, qui est équivalent quasiment à 20% de la population. Et puis, finalement, quand on pose la question aux Français, eh bien, une personne sur deux, ben oui, souhaiterait être accompagnée sur ces sujets-là. On sait aussi que ça dépend des territoires, selon la population. J'ai parlé tout à l'heure de milieu urbain, milieu rural, mais on a aussi des territoires qui sont plus fortement marqués. Bien évidemment, selon le niveau de pauvreté, selon la typologie de public. Par exemple, s'il y a beaucoup de seniors, par exemple, aussi, ça c'est un fait. Et voilà, donc c'est assez lié, quoi, hein. Donc on a quand même des lieux, des dispositifs d'accompagnement. On va pas tous les voir aujourd'hui, mais il y a quand même des solutions aujourd'hui et des politiques et des dispositifs qui permettent de se faire accompagner. Et beaucoup d'acteurs qui agissent sur le sujet en réalité, même si aujourd'hui ils sont peut-être pas assez connectés, pas assez visibles d'une part, mais peut-être pas assez connectés aux acteurs de terrain qui agissent contre la pauvreté. Donc dans les publics, on a bien évoqué les seniors à l'instant, mais il y a aussi les jeunes. S'il y a bien le fait de ne pas savoir utiliser le numérique, il y a peut-être aussi le fait de mal l'utiliser, hein. On sait qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire sur le bon usage du numérique. On sait qu'il y a les personnes en situation de handicap, hein, donc qui sont mises en situation de handicap par le non-accès, qui sont souvent éloignées du numérique. Il y a les populations précaires au niveau financier. Il y a les femmes aussi régulièrement, et puis les publics allophones. Donc, comment on fait de l'inclusion numérique? Avec de la médiation numérique. Ce sont des professionnels qui vont accompagner les personnes sur le numérique. On va y revenir un peu plus tard. Vous avez certainement entendu parler des conseillers numériques, mais il n'y a pas que. Mais ils en font une bonne partie aujourd'hui. Donc, ce sont des professionnels de l'accompagnement au numérique. Il y a le fait d'accéder aux plateformes, l'accessibilité des plateformes. Donc voilà comment on peut faire de l'inclusion numérique aujourd'hui. L'éducation aussi, clairement, au début de la vie, tout simplement dans le parcours scolaire à minima et puis dans l'éducation populaire. L'accès aux équipements, donner accès aux équipements et à une connexion à bas coût, notamment via des ordinateurs reconditionnés hein, aussi pour l'équipement. Et puis, il y a aussi le rôle des aidants numériques. Alors, aidants numériques, c'est peut-être un gros mot, mais c'est en fait les aidants administratifs, agents d'accueil, les personnes qui accompagnent les publics sur une autre problématique que le numérique à la base, des questions sociales ou autres, et qui en fait dans leurs relations doivent utiliser le numérique, ne serait-ce que pour communiquer, et puis pour aider sur les démarches. Donc vous êtes beaucoup, là j'imagine, d'aidants numériques autour de la table. Et ça se fait dans plusieurs lieux, ces accompagnements numériques, hein, dans les espaces publics numériques, dans les Fab Labs, dans les tiers-lieux. Bon, hormis ces gros mots, on en fait aussi de plus en plus dans les différents équipements publics, hein, les CAF, CPM, CNAV, les CCAS en font aussi, hein, l'accompagnement numérique, les bibliothèques, quartiers. Donc en fait, on en trouve de plus en plus. Ça prouve que même s'il y a des lieux où on se fait accompagner précisément sur les premiers usages du numérique, eh bien, on en trouve de plus en plus des accompagnements dans d'autres lieux, et notamment ceux que vous portez, j'imagine. Donc on vous a laissé une petite bibliographie sur la fracture numérique. Vous pourrez continuer à explorer le sujet avec ça, mais néanmoins, eh bien, je crois qu'il est important de passer au levier. Une fois qu'on a défini un peu les, euh, les enjeux et qui est exclu et ce que ça provoque, hein, bien sûr, ce que ça a comme conséquence, eh bien, on aimerait bien vous parler des leviers qui sont très portés par l'État aujourd'hui et les collectivités, mais aussi les associations. Alors, on a voulu vous montrer quelques leviers aujourd'hui de l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État écrit une nouvelle stratégie hein, sur les départements dans le cadre de France Numérique Ensemble, justement. Et donc, dans cette stratégie, tous les départements sont en train d'écrire un plan d'action jusqu'à fin octobre, maintenant, et pour travailler justement à cette question de l'accès aux droits, notamment via le numérique, mais pas que, l'accompagnement au numérique de manière plus générale. Et c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui pilote cette politique publique avec Société Numérique et avec des partenaires opérateurs hein, comme la Banque des Territoires, la Mednum, etc. Mais
Ça a donné lieu à un panel d'outils et de solutions, d'événements aussi labellisés comme Numérique en commun, NEC, des plateformes de suivi comme Mon Suivi Social, des cartographies des lieux, hein, qu'on va pouvoir en voir d'autres aussi. Bien sûr qu'il y a toujours les France Services qui font de l'accompagnement aux démarches en ligne et des petits outils, hein, qui permettent de donner la main sur l'accès aux plateformes pour autrui, notamment via Aidant Connect avec France Connect. Les conseillers numériques sont aussi un dispositif d'État et on va pouvoir en parler. Il y a des solutions pratiques aussi pour les métiers. Donc, là, si on parlait des dispositifs, qui peuvent être saisis à l'échelle de votre structure ou dans votre méthodologie, hein, d'orientation, par exemple, il y a aussi une diversité, voilà, de ressources, de solutions, assez énormes. On en a mis quelques-uns ici. Donc, on va pouvoir en explorer, mais voilà, aujourd'hui, on voulait vous en présenter justement quelques-uns. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ouais, en voilà déjà quelques-uns. Donc, voilà un peu le tour d'horizon très très rapide, parce qu'on voulait surtout en venir aux échanges en réalité, et notamment à partir de l'expérience des personnes participantes qu'on a mobilisées, qui vont intervenir à présent. Et donc on voulait passer la main peut-être à un acteur justement qui a pour mission principale la solidarité et aussi la lutte contre la précarité sous différents aspects. Je vais passer tout de suite la parole à Madame Marie-Pierre Desmonts, directrice donc de Gers Solidaire, et également à Laetitia, conseillère numérique, qui va nous parler un peu, qui vont nous parler un peu de leur expérience. Oui, bonjour, donc Marie-Pierre Desbon, directrice de Gers Solidaire. Donc Gers Solidaire, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé il y a 5 ans et qui est constitué du département du Gers, de la Banque alimentaire, de la Croix-Rouge, du Secours catholique, de l'Union départementale des CCAS, du CIAS du Grand Auch avec son épicerie sociale et enfin de la CAF. Donc, son objet principal, c'est de lutter contre la précarité des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc, dans le Gers, ça représente à peu près plus de 12 000 personnes, ça fait 7% de la population, et on peut même estimer que la réalité des gens qui sont en précarité alimentaire, c'est quasiment 10% de la population. Alors, donc, distribuer de la nourriture, ça, c'est la première marche, hein, pour sortir les gens de la précarité. Elle est assurée, très bien assurée par toutes les structures d'aide alimentaire dans le département, donc les Restos du Cœur, Secours populaire, Croix-Rouge, les épiceries sociales, etc., et des associations locales. Et ça représente dans le Gers une trentaine de points de distribution alimentaire dans tout le département. Et donc, nous, Gers Solidaire, on va travailler à partir de ces lieux physiques pour aller vers les personnes au moment des distributions. Et là, on va proposer un ensemble de services d'accompagnement pour essayer de sortir les personnes des différentes formes de précarité qu'elles peuvent subir. Donc, le accompagnement, c'est un accompagnement en santé. Et donc là, on a constitué une équipe de 4 infirmiers qui aident les personnes à retrouver un parcours de soins et qui font aussi un gros travail de prévention. Deuxième élément, on a un centre social qui est situé à Auch, là, et qui permet donc un travail, un accompagnement social en mixité avec le reste de la population. Et on travaille d'ailleurs aussi avec la même philosophie avec les autres centres sociaux du département. Et enfin, on a un accompagnement d'accès aux droits en général, et là qui est multidimensionnel, et qui s'appuie sur, d'une part, un service public itinérant avec un camping-car connecté. On a un point conseil de budget qui est labellisé Banque de France. Et enfin, on en vient au sujet, qui est donc une équipe de 2 conseillers numériques, là pour toutes les démarches numériques, l'accompagnement numérique et toutes les démarches d'accès aux droits. Vous voyez, on essaie d'avoir justement cette approche globale de l'ensemble des problèmes des personnes pour essayer de sortir de la précarité. Et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'interactions quand on travaille avec les différents dispositifs que je vous ai cités. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Laetitia, qui est donc un de nos 2 conseillers numériques, et qui va vous parler, voilà, des types de publics qu'on rencontre, des demandes
que l'on reçoit et les réponses qu'on essaie d'y apporter, que ce soit en individuel ou en collectif, les avantages et les limites de tout ce qu'on déploie, et puis nous, ce qu'on pense être dans l'avenir, les enjeux forts de cet accompagnement numérique dans un territoire qui est rural. Justement, juste peut-être avant que Laetitia intervienne, comment là, vous avez une démarche très, très globale, qui prend en compte différentes facettes, hein, de la précarité. Vous y avez inséré des actions d'inclusion numérique. Comment ça s'est fait? Pourquoi, comment ça vous est venu l'inclusion numérique justement comme autre corde à votre arc? Ben, en fait, c'est vraiment, c'est l'expérience, hein, qui nous l'a montré. Enfin, quand on reçoit des personnes et qu'on discute avec elles, enfin, on se rend compte qu'on peut les aborder. Enfin, il y a toujours un point d'accroche, mais si on déroule le fil, c'est un ensemble de problèmes qui se révèlent. Et vraiment, je pense que l'accès au droit, en général, c'est au droit au pluriel, c'est fondamental. Et on se rend compte, et Laetitia le dira, qu'on a une grosse partie de non-recours à tous les droits. Et comme aujourd'hui, en fait, la quasi-totalité des droits se demande et s'obtient via Internet, on voit que l'exclusion globale, elle est aussi numérique. Et donc, ça coupe vraiment les gens de l'accès à leurs droits. Donc, ça a été une nécessité en fait, de solliciter ce dispositif de la Banque des territoires, enfin, pour avoir des conseillers numériques, parce que ça venait vraiment compléter cette approche globale. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'abord du profil des gens que je reçois. Et Juste peut-être avant ça, tu es conseillère numérique, c'est ça? Oui, je suis conseillère numérique depuis 2022. Précédemment, j'étais à la Chambre d'agriculture du Gers, puis j'ai intégré Gers Solidaire en avril 2023. Donc tu accompagnes les publics sur le numérique alors? Voilà. Prioritairement, plus des publics précaires depuis que je suis à Gers Solidaire, dans différents cadres, puisque je vais faire par exemple des permanences à la CAF et à la CPAM d'Auch. Donc là, je reçois les gens sur le flux. Et puis, je prends particulièrement les gens qui ont un besoin d'accompagnement sur les outils numériques. Et je peux leur proposer des accompagnements plus au long cours, en les faisant venir dans notre centre social, dans les locaux de Gers Solidaire directement. Ensuite, on a essayé de faire de l'accompagnement numérique directement sur les distributions, mais ça s'est révélé compliqué parce que les gens, c'est des courtes périodes. Souvent, ils ont des rendez-vous pour récupérer leur panier. Ils ne sont pas là pour ça, ils ont des produits frais à récupérer, tout ça. C'était pas adéquat. Donc, on s'est appuyé localement sur d'autres structures qui agissent déjà et qui connaissent la population, plutôt du type des centres sociaux. Et il y a des vrais partenariats très fructueux qui se lient parce que eux connaissent leur public, les habitants, et puis ils sont là tous les jours. Alors que moi, je ne viens qu'une fois par semaine pour réaliser les ateliers. Donc, dans les profils, je vais avoir entre 70 et 80% de femmes. Alors, bon, peut-être qu'elles sont plus volontaires pour se former, je ne sais pas. Plutôt âgées, on va dire, à partir de 40-50 ans, pour des femmes qui sont isolées avec des enfants. Et puis ensuite, plus des seniors. Donc, les demandes que je vais avoir à traiter bien souvent, c'est de l'accès au droit, faire de la démarche administrative. Mon moyen de réponse, ça va être d'abord de faire pour, en les invitant toujours à regarder ce que je fais, comment je fais. Je leur explique ce que je fais en le faisant. Mais la demande urgente, en fait, cause de beaucoup de stress. Donc, d'abord, apaiser ce stress-là, apaiser ces angoisses-là, voilà, entendre aussi leurs paroles. Faut bien comprendre que les gens, s'ils se retrouvent à devoir bénéficier de l'aide alimentaire, c'est qu'ils ont eu plein d'accidents de vie avant
et qui a causé une certaine défiance en fait envers les institutions au global. Donc on est là aussi pour leur redonner confiance dans les institutions et globalement les administrations. Ensuite, quand j'ai réussi à créer un climat de confiance et de bienveillance, je fais mon possible, en tout cas, pour leur donner la volonté de se former au maximum. Donc, je vais leur montrer 1 fois, 2 fois, s'ils n'ont pas bien compris, et je vais leur demander de refaire par eux-mêmes. C'est pas toujours facile parce qu'on manque de sites bac à sable, notamment auprès des administrations. Donc, c'est-à-dire un site où on peut s'entraîner, sur lequel il n'y aura pas d'incidence directement sur le dossier. Voilà. Donc, je fais des ateliers collectifs et individuels, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Dans le collectif, on peut créer un climat joyeux, d'entraide. Très rapidement, il se fait du lien social, les gens se revoient en dehors des ateliers. Et en fait, je propose toujours de l'accompagnement individuel aux personnes qui ont participé aux ateliers collectifs pour qu'ils puissent demander, poser leurs questions, soit parce qu'elles sont personnelles, soit creuser vraiment des questions qu'ils n'ont pas compris dans l'atelier collectif. Les limites de ces accompagnements, eh bien, ça va être la volonté de se former des participants. Hein. Beaucoup me disent, et notamment les plus âgés, qu'ils n'ont pas envie de se former à ça, ça leur paraît trop compliqué. À leur âge, c'est pas possible. Donc, je fais de mon mieux pour leur donner envie. Mais bon, ça peut arriver qu'ils ne veulent vraiment pas et ils demandent vraiment qu'on fasse pour. Voilà. C'est un des échecs qu'on peut constater. Donc, moi, j'essaie toujours voilà, on est toujours côte à côte et non pas face à face. Je leur demande toujours de vérifier ce que je fais. Voilà, je ne les laisse pas spectateurs, mais acteurs de leur démarche, même si c'est moi qui le fais pour eux. Donc, je vous l'ai dit, on a réussi à créer beaucoup de partenariats avec des centres sociaux, avec d'autres acteurs de la médiation numérique, parce qu'il n'y a pas que les conseillers numériques. Les conseillers numériques, c'est un dispositif qui est assez récent finalement. Il y avait déjà d'autres acteurs de la médiation numérique qui font ça depuis plus de 20 ans. Donc, c'est très important de se mettre en partenariat avec eux, parce qu'ils ont de la bouteille, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et puis ils ont accès peut-être à certains publics qu'on voit peu, et notamment les jeunes. Les partenariats aussi et la coordination entre conseillers numériques et aussi avec les conseillers France Service dans les espaces France Service. Ça, c'est crucial. Et enfin, avec les secrétaires de mairie, parce qu'en milieu rural, c'est les secrétaires de mairie qui font office de conseillers numériques et qui font tout, quoi, qui font la médiation numérique, qui connaissent les habitants, etc. Donc, elles peuvent nous adresser des gens, nous solliciter pour des accompagnements et relayer la communication des interventions qu'on peut avoir sur place. Ce n'est pas toujours facile parce qu'elles sont vraiment débordées et bon, voilà, elles ont beaucoup de boulot. Et enfin, il faut pouvoir faire des partenariats aussi avec les associations locales, puisque à nouveau, c'est elles qui ont l'accès direct aux habitants dans les milieux ruraux. Voilà ce que... On suit à peu près 400 personnes par an, voilà, sur le département. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vois qu'il y a eu des questions, justement, peut-être qu'on va pouvoir y répondre, peut-être avec vous directement, ou même l'intervention de notre prochain intervenant, qui justement travaille sur le sujet des conseils numériques. Pour information, on a 400 conseillers numériques qui sont en fait des postes financés en bonne partie, en tout cas par l'État pendant 3 ans, auxquels voilà,
peut faire une demande, et puis c'est étudié après avec la préfecture. Justement, on est avec Maxime également, Maxime Bénière, qui nous rejoint Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, Maxime? Alors moi je te connais, mais tout le monde ne te connaît pas. Justement sur le dispositif conseiller numérique, tu es coordinateur, conseiller numérique coordinateur sur le département de l'Hérault. Je pense que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif. On voit qu'à l'instant, avec Laetitia, il a été question de partenariat avec les structures de terrain aussi, et qui accueillent les publics et qui connaissent les publics. Donc, c'est une bonne nouvelle déjà, c'est un bon levier, les conseils numériques en appui des structures comme ça pour accompagner les publics au numérique. Merci Louis. Alors oui, en effet, donc Maxime Bénière, coordinateur des conseils numériques sur l'Hérault. Donc bien sûr, je fais partie du dispositif du ministère de la Cohésion des Territoires qui a engagé 4000 conseillers numériques sur toute la France. Et donc du coup, on a une petite équipe de coordinateurs qui vient d'arriver cette année sur l'ensemble des départements. Donc par exemple sur l'Occitanie, on a à peu près couvert tous les départements là depuis cet été. Donc on apporte une nouvelle vague justement avec les coordinateurs. Donc notre travail, c'est de mettre en réseau les 400 conseillers numériques sur l'Occitanie. Et pour le coup, je m'occupe des 60 conseils numériques qui se trouvent sur le département de l'Hérault. Alors, pour rappeler un petit peu, pour compléter un petit peu l'intervention de tout à l'heure, les conseillers numériques sont employés en majorité dans des associations, mais aussi dans des collectivités. On peut les retrouver dans des mairies, dans des CCAS, dans les métropoles, au département, mais aussi dans des associations qui sont spécialisées pour certains types de publics ou certains projets, et notamment dans les Fab Labs ou dans les régies de quartier, par exemple. Alors par exemple, dans l'Hérault, si je prends mon territoire, on a beaucoup de conseillers numériques qui font des ateliers numériques et qui ont pour objectif de réduire la fracture numérique, et notamment avec des ateliers pour rendre autonomes les publics. Donc nous, ce qu'on appelle l'autonomie, c'est de travailler sur des ateliers de prise en main de l'équipement. Ça peut être un équipement de type smartphone, un ordinateur, mais ça peut être une tablette sur les différents systèmes d'exploitation. Mais on va dire notre activité, on va dire qui fait venir en majorité nos publics, c'est surtout l'accompagnement aux démarches administratives. Donc on a beaucoup de lieux et de conseillers numériques qui accompagnent les publics sur la démarche en ligne, et surtout en complémentarité avec les France Services qui sont déjà existantes. Les autres activités que les conseillers numériques font, c'est aussi des ateliers sur la bureautique, sur la prise en main des courriels, de comment communiquer finalement avec ses proches. Ça peut être aussi la prise en main du navigateur Internet, et un petit peu aussi tout ce qui peut être en lien avec le vocabulaire barbare, ce que j'ai envie de dire, du numérique. Mais ça peut être aussi du loisir numérique, puisqu'on a aussi des associations qui proposent des activités de loisirs en lien avec le numérique. Voilà. Merci Maxime. Donc aujourd'hui, pour créer des partenariats, on peut s'adresser au conseiller numérique coordinateur de son département, ou si vous ne le trouvez pas, nous contacter directement et on vous mettra en lien avec lui qui trouvera autour de vous, en tant qu'acteur de la lutte contre la pauvreté, des conseillers numériques qui seraient prêts à monter des actions avec vous. Ça fonctionne comme ça, Maxime? Ça fonctionnerait comme ça? Oui, tout à fait. Donc, on est le relais du dispositif dans les départements. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'être une équipe complète en Occitanie avec justement l'ensemble des coordinateurs. Euh, et donc, vous pouvez bien sûr nous contacter. On est là pour ça, pour échanger avec vous sur vos problématiques et essayer de construire demain des projets sur vos territoires. Très bien. Et du coup, je vous ai mis en lien le site
conseiller-numérique.gouv.fr. Vous pouvez aussi envisager de faire une demande de recrutement directement pour en avoir dans vos équipes ou sinon passer par des partenariats. Merci Maxime pour ton intervention donc, sur le département de l'Hérault en l'occurrence là, mais globalement on retrouve ce dispositif partout en région. Et à présent, peut-être passons à un autre levier. Si vous accueillez justement des aujourd'hui qui eh bien, sont en difficulté avec le numérique, vous pouvez non pas peut-être les accompagner jusqu'à la maille de l'email, la création d'email, mais peut-être vous reposer sur des structures qui vous accompagneront aussi, mais qui peut-être aussi ont d'autres soucis en lien avec la précarité, leur parcours. Et pour ça, eh bien, il s'agit de bien les orienter. Je vais passer tout de suite la parole à Hugo Weisbecker. Il doit être dans les parages de l'association Solinum. Alors, est-ce que on peut lui donner la parole? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, c'est bon. On te voit, Hugo. Parfait, magnifique. Merci beaucoup, merci Louis pour l'introduction. On est ravis d'être là. Je vais partager mon écran parce que j'ai prévu quelques petites slides et également, ça sera plus pratique pour vous présenter le Solidit directement. Donc, moi, je suis responsable régional d'une association qui s'appelle Solinum. Vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. L'objectif de Solinum, c'est de développer des projets innovants qui utilisent le numérique comme levier de lutte contre la précarité. Dans l'idée, on détecte des problématiques clés, on expérimente des solutions, on mesure leurs effets et on les généralise pour maximiser leur impact. L'association, elle a environ 7 ans et elle est présente nationalement et on a plutôt un levier d'impact sur les projets que je vous présentais qui sont à l'échelle départementale. On porte principalement 2 outils. Le premier outil historique s'appelle le Soliguide. C'est l'outil dont parlait Louis juste avant en introduction. C'est une cartographie de l'ensemble des services de l'action sociale et du médico-social en France. Je vous présenterai plus en détail et je vous le montrerai. Aujourd'hui, il est développé dans environ 37 départements. Le dernier outil qu'on a sorti, c'est un peu la petite sœur du Soliguide. Ce sont des tableaux de bord avec des analyses automatiques et interactives des données qu'on récupère sur le Soliguide afin de permettre aux collectivités d'adapter leur politique publique, aux associations d'avoir une image plus précise de la solidarité sur le territoire et en tout cas de faire des photos de l'état de la solidarité sur les différents territoires d'action. Le Soliguide, c'est une cartographie de la solidarité. Qu'est-ce qu'on entend par ça? La mission du Soliguide, c'est de rendre l'information accessible à tous et à toutes ceux et celles qui en ont besoin et à fournir des renseignements de qualité. Le cœur du projet du Soliguide, c'est vraiment la qualité de la donnée. Par là, on entend une information qui est compréhensible, qui est facile à comprendre pour tous et toutes, mais également qui est à jour, qui est disponible dans plusieurs langues et c'est au cœur du projet. On référencie donc les lieux et les services utiles aux personnes en situation de précarité et également pour leurs accompagnants. C'est à la fois un outil qui est destiné aux professionnels de l'action sociale, mais également directement aux bénéficiaires. L'outil se veut ergonomique, simple et rapide d'utilisation. Et comme je disais, avec des informations régulièrement mises à jour, on s'engage à ce que toute information qui est présente sur le Soliguide n'ait pas plus de 6 mois afin de s'assurer s'assurer une orientation de la meilleure qualité possible. Aujourd'hui, dans la notion d'accessibilité, il y a évidemment la question des supports qui se pose. Le support principal, c'est une plateforme web. On a également une application mobile qui est en train de refaire peau neuve et qui va sortir sous une nouvelle forme plus ergonomique, plus pratique, plus facile à comprendre d'ici la fin d'année ou début d'année 2025. On a également mis à disposition des personnes un chat, un SMS et un numéro WhatsApp. Ça nous permet de pouvoir échanger directement avec des personnes qui ont des besoins d'orientation et de leur donner les informations directes. Sur des territoires précis, on est en mesure de réaliser des guides papier, ce qui répond à un accès d'information pour les personnes qui sont moins à l'aise
avec le numérique. Et on s'engage également dans un partage de données via l'API Solidarité qu'on a créé. Concrètement, on met à disposition de toutes les structures, évidemment sous couvert de conventions et de partenariats, l'accès à notre base de données pour qu'elles puissent elles-mêmes l'utiliser et les mettre en avant pour les personnes concernées et pour un plus grand impact social. Avant de vous montrer l'outil, je trouvais intéressant de faire un focus un peu sur le déploiement du Soliguide aujourd'hui en Occident, présent sur 6 départements. L'Hérault, le plus vieux département, la Haute-Garonne depuis 2022. En 2024, on a ouvert des antennes dans le Gard, en Lozère, grâce à un portage externe d'une structure qui est l'UDAF en Lozère. On met également à disposition sur certains territoires le Soliguide coporté avec une structure locale. Et les derniers arrivants qui vont bientôt se lancer, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. C'est vraiment tout récent puisque on parle de quelques jours et les personnes viennent tout juste de nous rejoindre. À ce stade, peut-être que je peux vous faire une petite présentation de l'outil sur la version web. Donc, pardon, je vais me déconnecter. Il se présente comme cela. On a environ une trentaine, peut-être un peu plus de services. On va de l'accueil en passant par l'alimentation, le conseil, la formation emploi, la technologie, l'accès à l'ordinateur, le téléphone. Donc, c'est vraiment tous les champs du social et du médico-social. Pour faire une recherche, c'est assez simple. Par exemple, pour rester dans le thème, si je recherche un atelier numérique, je clique sur atelier numérique ici. J'ai également une possibilité de rechercher par mots-clés. Et je vais chercher l'endroit où je me trouve, disons Toulouse, et normalement, ça devrait. On est resté sur la Haute-Garonne. Et ensuite, on arrive avec une fiche de résultats. Cette fiche de résultats, elle montre également une carte. Là, concrètement, vu que j'ai fait une recherche sur le département, mais on peut faire une recherche à la maille de l'adresse qui va nous permettre d'avoir un résultat très précis quand on accompagne une personne. Au niveau du département, on a pris le centre du département, c'est pour ça que les résultats sortent sur un endroit un petit peu particulier. Et donc, on a une liste de résultats. Sur les ateliers numériques en Haute-Garonne, on voit qu'on a 171 lieux. Et donc là, elles sortent les résultats par proximité géographique avec l'endroit qui est écrit. J'avais préparé comme résultat la page de InfoJeunes Occitanie, le site de Toulouse. Donc là, si j'ai cliqué sur un résultat, j'arrive derrière sur la page de la structure. Et donc, on y retrouve toutes les informations essentielles. Comme vous le voyez, la dernière date de mise à jour a été faite au 13 juin 2024. On a le type d'accueil, les informations importantes autour des personnes qui peuvent être accueillies, les langues parlées, un descriptif de la structure. On peut rajouter des photos pour être sûr d'être bien identifiable par les personnes, des informations pratiques, les lieux, le numéro de téléphone, les horaires. Et par la suite, on va avoir tous les services proposés pour chacun de ces services. Pardon. Oui. Non, très bien, ouais, effectivement, on voit sur les fiches un niveau d'information assez détaillé aussi. Donc, bon, parce que c'est un peu petit, c'est pour ça pour moi. Mais, ok. Du coup, Hugo, est-ce que tu nous entends toujours? Oui, pardon, Est-ce que tu accueilles des questions à ce stade? Je suis désolé sur le timing que je dois un petit peu gérer, mais ouais, il y a une question qui ressort, la différence avec Dora. Alors, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on peut aujourd'hui faire de l'orientation, etc. Nous, on a voulu en montrer un exemple, voilà, que vous proposez là en l'occurrence. Il y en a d'autres, mais en tout cas, aujourd'hui, on sait qu'on peut utiliser la
plateforme que l'on souhaite en tant qu'aidant, c'est ça, sur le territoire, quoi. Si vous êtes implanté, vous, en l'occurrence, mais sinon, il y a aussi d'autres plateformes là où vous n'êtes pas encore aujourd'hui, c'est possible, quoi. Oui, tout à fait. Si je peux répondre pour la différence avec Dora, les deux outils, ils ont été conçus dans une optique vraiment de complémentarité. Dora, à la base, qui est plutôt un outil de l'insertion professionnelle, le Soliguide plutôt de l'urgence sociale et du médico-social au général. Euh, il faut savoir aujourd'hui que les deux outils ont les bases de données parfaitement comment dire, connectées, à savoir si je fais une modification d'une fiche sur le Soliguide, elle est tout de suite directement modifiée sur Dora. Euh, on rajoute en plus, nous, ce volet d'analyse des territoires et d'analyse de la solidarité grâce à Solidata, notre autre outil, mais qui est aussi basé sur donc, les données de Dora. Donc l'idée, c'est bien une complémentarité. L'important, c'est que les bases de données soient partagées, soient de qualité, que l'outil soit animé sur le territoire, ce que nous, on propose également sur les différents départements, pour être sûr qu'il soit pris en main et à jour. Très bien. Merci beaucoup pour cette démonstration, cette présentation de l'outil donc qui est plus axé donc sur les solidarités et en plus de ça, on comprend que quand on l'a sur son territoire, on peut faire aussi une analyse des dispositifs de solidarité. Donc c'est intéressant. Merci beaucoup Hugo. Donc si effectivement on peut s'appuyer sur différentes plateformes pour orienter les publics, une fois qu'on est sur le terrain, on a aussi des acteurs qui font de l'accompagnement, qui ont aussi des outils qui permettent eh bien d'avancer sur les démarches, hein, aussi administratives. On voulait vous donner un autre exemple avec Reconnect. Je vais passer la parole immédiatement à Laura Fortier, qui doit être également parmi nous. Laura, je te donne la parole pour quelques minutes également. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Eh Oui, bien, oui. très bien, merci. Donc moi, je m'appelle Laura Fortier, je suis la responsable de l'antenne Occitanie pour l'association Reconnect. Et je vais faire comme Hugo, je vais vous partager mon écran rapidement. Hop, est-ce que aussi vous voyez bien mon écran? Alors oui, par contre, c'est pas très très grand, mais je pense que tu peux sur l'affichage, Est-ce que peut-être c'est mieux? c'est beaucoup, beaucoup mieux. C'est Très parfait. bien. Alors moi, je ne vous vois plus, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, du coup, je reviens rapidement sur la présentation de l'association. Donc, Reconnect, on est une association qui développe des outils numériques et qui développe aussi des accompagnements numériques, facilitant l'insertion sociale des personnes en situation de précarité. On a environ 1000 structures partenaires, 8000 professionnels du secteur social qui travaillent avec nous et 100 000 dossiers sécurisés. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on est une association à but non lucratif. On est créé depuis 2014, donc depuis 10 ans pratiquement, au sein du groupe SOS. On a une douzaine d'antennes régionales qui sont dispersées sur le territoire et on est 38 salariés qui sont divisés entre la direction siège, les équipes techniques, puisque du coup, nous développons des outils numériques et des responsables régionaux et un pôle d'accompagnement numérique. Nous, notre vision, du coup, chez Reconnect, c'est qu'on pense que le numérique et le social gagnent à travailler davantage ensemble pour faciliter l'insertion des publics vulnérables et le travail des professionnels qui les accompagnent. Donc on est clairement dans le sujet du jour, c'est, comment, mieux, lier le travail social et le numérique, que ça soit en termes d'inclusion numérique des publics, donc dans leur accompagnement, leur, montée en autonomie, dans les notamment les sites dématérialisés et tout ce que comporte le besoin d'accéder au numérique, mais aussi, d'un point de vue, comment le travailleur social, peut travailler, peut-être, encore, mieux avec le numérique et avec des outils qui soient utiles dans son quotidien et pas qui vont juste lui rajouter, du travail en plus, et du non-sens, au sein de l'accompagnement de son public. Du coup, Reconnect, comment, ça s'est créé? Alors peut-être que vous en avez entendu parler, donc nous, notre outil historique, c'est le coffre-fort numérique, qu'on a créé il y a 10 ans.
que je vais vous présenter rapidement après. Donc c'est un espace en ligne qui est accessible sur tout support avec Internet, mais aussi qui a une application mobile plutôt destinée aux bénéficiaires, entre autres. C'est un espace qui va permettre aux personnes de sécuriser leurs documents administratifs tout en ayant la possibilité de partager leurs informations aux professionnels qui les accompagnent. Ça vient notamment du fait que, l'une des problématiques, qui a été soulevée il y a 10 ans, et qui représente un frein à l'accès aux droits pour les publics, en situation de précarité et de grande précarité, c'est la perte et le vol de documents administratifs, quand ils sont en situation de errance. Donc, face à ça, on a, créé le coffre-fort numérique, je m'étendrai un peu plus là-dessus après. On a une deuxième activité qui est bon, je ne vais pas forcément beaucoup m'étendre là-dessus, mais en tout cas, on développe un outil métier interne aux établissements sociaux qui permet du coup aux professionnels du coup d'intégrer plus le numérique au sein de leur accompagnement et qui va permettre du coup grâce au numérique de, produire des rapports d'activité plus simplifiés. Donc en fait, faire gagner du temps aux travailleurs sociaux, aux directions des établissements, sociaux et médico-sociaux et qui vont permettre du coup, de faire gagner du temps à tout le monde et même, grâce à la donnée, anonymisée évidemment qui va être remontée, de pouvoir avoir, une vision peut-être plus globale de l'impact, de l'accompagnement d'une structure, sur le parcours des publics. Donc en fait, toute la question autour de comment on peut comment on peut utiliser la data et la donnée, au sein des établissements pour pouvoir, l'analyser et notamment impacter, potentiellement les politiques publiques, dans le bon sens. Et on a une troisième activité qui est donc l'accompagnement numérique qu'on a développé depuis presque 3 ans. Et donc ces programmes d'ateliers numériques, donc notre spécificité, c'est qu'on fait de l'aller vers. Donc c'est-à-dire on n'a pas d'accueil public sur, nos locaux. Nous, on a des locaux, des bureaux, sur, Montpellier et sur Toulouse notamment. Mais par contre, on fait de l'aller vers. Donc on va aller par exemple, sur des CHRS, donc des centres, hébergement réinsertion sociale, sur, des accueils de jour, sur, des centres d'hébergement d'urgence. Mais on va aussi aller, par exemple, j'ai en tête un projet avec la CPM qu'on a mené pendant presque 2 ans, sur l'accompagnement de leurs usagers. Donc nous, on se déplace avec le matériel et avec nos programmes d'ateliers numériques, directement dans les structures. L'idée, c'est de faciliter et de lever les freins par rapport à la mobilité des publics. On intervient là, on va a priori intervenir, sur, Béziers, Sète et Lodève, alors que nos bureaux sont à Montpellier parce que justement, on a envie, d'aller aussi plus vers cette ruralité, notamment pour, atteindre des publics, qui peuvent avoir des difficultés pour se, déplacer, dans les villes. Donc c'est un peu en tout cas, ce qu'on essaie de mettre en place de plus en plus, hein. Après on a avec nos moyens, mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et donc ces 3 activités sont assez complémentaires, notamment sur le coffre-fort numérique et l'accompagnement numérique. Donc on travaille notamment sur l'Hérault avec le SIAO, j'ai vu passer Lucas Vigroux, dans le chat, donc bonjour à lui, avec qui on travaille. On travaille avec, GAM, Adage sur l'accompagnement numérique, le groupe SOS évidemment, Emmaüs Toulouse, sur le coffre-fort numérique depuis quelques temps, depuis quelques années, la fédération de la Ligue de l'enseignement de l'Aude par exemple et nos financeurs en Occitanie, notamment la stratégie pauvreté depuis quelques années, la CPM, donc l'assurance maladie, Hérault et la mairie de Toulouse, depuis peu. Du coup, je vous propose de passer, sur, le coffre-fort numérique. Enfin, à moins qu'il y ait des questions, je ne sais pas dans le chat, je ne sais pas si Louis, tu peux me dire ou pas? Pour l'instant, c'est bon. Tu peux OK, continuer. très bien. Du coup, sur le coffre-fort numérique, alors, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, ce coffre-fort. L'idée du coffre-fort, c'est que ça soit un outil que les travailleurs sociaux peuvent proposer à leurs bénéficiaires si le travailleur social identifie que cette personne peut avoir du mal à trouver ses papiers ou en tout cas à ne pas les perdre. Donc l'idée, c'est que c'est toujours le travailleur social qui va proposer le coffre-fort numérique à la personne. C'est évidemment un coffre-fort qui est entièrement gratuit, pour la personne et qui peut être du coup un outil, sur lequel, la personne peut se connecter, à vie.
Quand on va se connecter, donc on a l'ordinateur, mais on a aussi donc l'application mobile qui peut être des fois plus simple pour les publics. On voit que déjà la plateforme est traduite en plus de 13 langues. Alors sur l'application mobile, elle est traduite encore plus, mais du coup on va retrouver, le russe, le pachtou, le dari, l'arabe, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, entre autres. Et la particularité aussi, du coffre-fort numérique, ce qui le rend assez unique, c'est que pour créer un coffre-fort numérique à une personne, il n'y a besoin que de 3 choses: le nom, le prénom et la date de naissance. Il n'y a pas besoin d'avoir une adresse mail ou un numéro de téléphone. Donc, par exemple, l'identifiant, donc là, on va se connecter à un bénéficiaire fictif. L'identifiant du bénéficiaire, c'est son prénom, point nom de famille, point date de naissance et un mot de passe que la personne aura décidé elle-même de mettre et je vais me connecter. Quand on arrive sur le coffre-fort numérique, on arrive sur ces différents onglets. D'abord, mes documents, qui est un peu le cœur du coffre-fort numérique. Donc là, on est face à un coffre-fort qui est déjà alimenté. Et d'ailleurs, il faut savoir que le coffre-fort est alimentable par le bénéficiaire, mais aussi par le professionnel. Et tout ça dans un cadre RGPD, puisque évidemment, quand on parle d'inclusion numérique, je pense que le sujet de la RGPD est aussi un sujet important à notifier, puisque du coup, on discute avec des personnes et du coup, on peut même des fois recueillir certaines informations, des données personnelles, voire des données sensibles qui vont appartenir aux personnes et donc, tout ça peut poser problème quand, la structure va stocker des éléments, originals, en tout cas, au sein de la structure. Donc l'idée, c'est de sécuriser tout ça et surtout de rendre, ces données à la main du bénéficiaire. Donc il se trouve que côté bénéficiaire, là, sur les documents, bon, on peut voir une carte vitale, on peut voir, un acte de naissance, on peut voir plusieurs choses. Le bénéficiaire peut lui-même déposer des fichiers. Donc avec l'application mobile, il va pouvoir le faire avec son, téléphone et donc avec son appareil photo. Donc il va pouvoir scanner directement avec son appareil photo sur l'application mobile. Il va pouvoir créer des dossiers pour l'organiser et puis surtout, ce qui est important, c'est ce système de cadenas. Les cadenas, ça va lui permettre au bénéficiaire de décider s'il veut que cette donnée, cette photo par exemple, il veut la passer en privé ou en partagé. Si elle est en privé, comme là, ça sera que lui qui aura accès. Si elle passe en partagé, cette photo, elle sera visible par, les professionnels qui seront dans les structures où le coffre-fort numérique sera interconnecté. Je vais vous montrer à la fin mes relais, ça sera peut-être plus clair. Ensuite, on va avoir les rendez-vous, donc tout ce système de rendez-vous, n'importe préfecture ou logement en l'occurrence, on va pouvoir, l'ajouter ici. Donc le professionnel peut aussi ajouter, un rendez-vous et donc avec en plus un système de rappel SMS, évidemment si la personne a renseigné un numéro de téléphone. Ensuite, on va retrouver mes contacts qui, comme son nom l'indique, sont les contacts importants pour la personne et notamment, globalement toutes les données qui sont importantes pour l'insertion de la personne. Les notes, ça notamment, ça va être très utilisé, sur les identifiants et mots de passe des différents sites en ligne, qu'on a tous, en tant que travailleurs sociaux, tendance à, stocker de notre côté. Malheureusement, parce qu'on sait que c'est aussi peut-être plus sécurisé ou sinon on donne à la personne, mais la personne les perd et donc ça fait perdre du temps. Donc l'idée de ce coffre-fort, c'est qu'on puisse aussi tout centraliser avec les documents, les rappels, les contacts et les notes. Et enfin, mes relais, c'est la liste des structures qui sont rattachées à mon coffre-fort numérique. Donc là, en l'occurrence, mon coffre-fort, il est rattaché à un centre d'hébergement Béziers et à une structure à Paris. À tout moment, je peux faire le choix de quitter le centre, c'est-à-dire je ne veux plus que ce centre d'hébergement à Béziers ait accès à mes données, enfin en tout cas ait accès à mon coffre-fort numérique. Et du coup, peux faire le choix de quitter le centre. Un coffre-fort numérique, il peut être rattaché à un seul centre, à plusieurs, mais aussi à 0. C'est-à-dire que, une personne on lui a créé un coffre-fort numérique et puis elle veut totalement quitter le centre, ça ne va pas supprimer son coffre-fort, ça va juste faire qu'il y aura un accès, bénéficiaire. Et pour terminer la présentation, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, Louis, tu me dis. Hem, pour terminer la présentation, on a du coup cet accès professionnel qui va passer donc exactement par le même accès et donc l'accès professionnel, ça va être, un identifiant individuel, pour, les professionnels, partenaires, de rep et on va mettre son adresse mail pour se connecter. On va mettre son mot de passe aussi
Et en fait, côté bénéficiaire, côté professionnel, pardon, le coffre-fort ressemble à ça. Donc en fait, on va retrouver la file active des coffres-forts qui sont rattachés à ma structure. Donc là, on va retrouver Anna Colin, par exemple. Je peux tout à fait, moi, avoir la main pour la retirer de mon relais, c'est-à-dire que je ne vois plus son coffre-fort. Pourtant, je ne le supprime pas. Je peux aussi renouveler le mot de passe de la personne. Et par ailleurs, il y a d'autres façons de renouveler le mot de passe, évidemment, parce qu'on peut avoir des personnes qui vont perdre leur mot de passe ou leurs identifiants. Et quand je vais rentrer du coup dans le coffre-fort de Nacolin, on va retrouver un peu le même design, donc la même tête avec les documents. Et donc là, on peut voir qu'il y a un peu moins de documents parce qu'il y a des choses qui sont en privé, côté Anacolin. On va retrouver, les rappels. Tout à l'heure, il y avait un rendez-vous préfecture. Maintenant, il n'y a que le rendez-vous logement puisqu'il était en public, en partagé. Les notes et les contacts. Et du coup, pour créer un coffre-fort, du coup, c'est le professionnel qui va créer le coffre-fort et du coup, ce qui est assez rapide, en tout cas de façon technique, puisque du coup, il y a 3 informations à prendre principalement, le prénom, le nom et la date de naissance. Le téléphone et le mail ne sont pas obligatoires. Évidemment, mot de passe et questions secrètes. Ce qu'on sait maintenant, je vais arrêter le partage et du coup, je vais finir là-dessus. Ce qu'on sait aujourd'hui, sur le coffre-fort numérique, c'est qu'on a, au total, on a, presque 20 000 coffres-forts numériques qui ont été créés depuis 10 ans sur le territoire. On en a 1 300 en Occitanie, et on en a, 200 ou 250 dans l'Hérault, par exemple. Enfin, j'ai le chiffre en tête. On a un taux de reconnexion d'environ 40%, 30 à 40%. Cette reconnexion, elle va venir du côté des bénéficiaires, donc ça veut dire qu'on a, un bon nombre de données qui sont stockées aussi à l'intérieur et qui vont, permettre aux bénéficiaires, de retrouver ces informations, dans 6 mois, dans 2 ans, ou plus tard. Merci Laura. On a 2 questions. Est-ce que vous avez vocation à stocker des données sur la santé, par exemple, en lien avec mon espace santé, tout ça, ou pas? Est-ce que cet outil-là, par exemple, est accessible à toutes les associations? Et après, on passera la main à l'autre et dernier intervenant. Très bien. Alors, sur la question de l'hébergeur, donc nous, on n'est pas hébergeur de données, on travaille avec un hébergeur français, certifié données de santé, donc qui a une certification, beaucoup plus appuyée que d'autres hébergeurs beaucoup plus classiques. Donc en effet, dans les coffres-forts, on a il y a la possibilité de stocker, des données de santé, donc avec des données de santé, tout simplement. Donc oui, c'est tout à fait possible, de le faire. La deuxième question, c'était sur l'accessibilité du coffre-fort numérique pour les professionnels, il me semble. Donc pour pouvoir bénéficier de l'outil, il faut, créer un partenariat avec notre association. Et donc après, on fonctionne avec une tarification solidaire qui est très peu chère pour les structures. Et donc, on arrive à se financer en petite partie grâce à cette participation, des structures, avec qui on travaille. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, un accueil de jour, un accueil de jour, de 3, salariés par exemple, on est sur un outil, qui va coûter 300 € par an, qui n'est pas limité dans le nombre de créations de coffre-forts numériques et qui n'est pas du tout limité là-dedans. Et donc avec un accompagnement de l'équipe Reconnect, pour intégrer du coup le coffre-fort numérique dans les pratiques. L'idée c'est de travailler là-dessus. Donc c'est un outil qui reste accessible, et du coup il faut se mettre en contact, du coup en Occitanie avec moi, et puis pour le reste de mes régions, ça sera mes collègues. Très bien. Et ces données-là, ces documents-là, ils peuvent être récupérés à tout moment par les personnes, donc Tout à fait, transférés. Ok. tout à Bon, fait. très bien. C'est celles qui ont la main entièrement et elles peuvent y accéder, on a des coffres-forts des fois qui se connectent, 5 ans, plus tard, à l'outil et donc c'est tout à fait possible de récupérer évidemment ces données. C'est que c'est le bénéficiaire qui est propriétaire de ces informations. Très bien, merci beaucoup. Donc, un autre outil, hein, on a essayé d'être assez large, hein, vous avez vu, il y a des outils donc, de plateforme pour vous utiliser le numérique à orienter, des outils qui permettent aussi de stocker des documents, entre autres, hein, pour les personnes et limiter l'errance administrative, entre autres. On a évoqué avant ça les conseillers numériques, qui eux sont les professionnels de l'accompagnement au numérique au sens brut. Et puis, eh bien,
également, il y a la question des démarches pour des publics particuliers. Là, aujourd'hui, on vous propose de voir le public qui sont les réfugiés. Et je vais passer la parole à Madame Andressa Bittencourt. Andressa, est-ce que tu nous entends? Oui, parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Et donc, on te laisse la main pour nous faire une petite démonstration, nous parler un peu de l'outil en question. Très bien. En tout cas, merci Louis pour l'invitation. Donc, je vais essayer d'être rapide dans mon propos. Donc, Réfugiés.info, effectivement, c'est un service numérique qui est à destination d'un public particulier. Donc, c'est les personnes réfugiées, donc les bénéficiaires de la protection internationale. C'est un service qui existe depuis 2019. En tout cas, on a créé ce projet en 2019 à l'initiative d'une délégation spécifique du ministère de l'Intérieur, et c'est la MEDNUM qu'on a évoqué au début de présentation qui opère ce service public. Donc, l'objectif de Réfugiés.info, en fait, c'est de répondre à certaines problématiques. La première, c'est déjà la barrière de la langue. Donc, on va penser à la question des personnes réfugiées qui vivent en France et qui ne comprennent pas le français, qui ne parlent pas le français, et comment elles vont pouvoir accéder correctement aux services dont elles ont besoin. Une deuxième problématique pour ce public-là, c'est qu'il y a un éparpillement d'informations. Donc, on va avoir tendance à vouloir chercher, en fait, par-ci, par-là, parce qu'il y a des bouts d'informations de comment réaliser une démarche administrative par-ci, par-là. Donc, en fait, il y a cette question d'éparpillement et aussi de la fiabilité de cette information. Est-ce que cette information est fiable ou pas? Ensuite, il y a aussi la question du jargon administratif, qui est quand même compliqué à comprendre. Donc, voilà, on a essayé donc de constituer ce service capable de rassembler toutes les informations nécessaires pour que la personne réfugiée, qu'elle soit accompagnée ou pas, elle puisse être autonome dans sa recherche d'informations, que cette information soit claire, traduite et fiable, parce que c'est un service public. Donc en 2019, on a créé ce projet et en 2020, on a lancé la première version qui est le web, et en 2021, on a lancé l'application mobile. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui, c'est OK, super. Donc, ce qu'on va proposer concrètement en termes d'information, c'est d'abord les fiches démarches, donc des démarches administratives qu'on va expliquer étape par étape et de manière traduite. Ça, c'est très important déjà pour comprendre qu'est-ce qu'une démarche administrative, comment la faire, avoir vraiment cette compréhension globale qu'une démarche administrative, ce n'est pas une action unique. Il y a souvent plusieurs étapes pour réaliser une démarche administrative. Donc, cette explication et ces articles, ces fiches qu'on propose sur Réfugiés.info permettent aux bénéficiaires d'avoir cette connaissance, mais également à l'aidant, en fait, d'avoir un support visuel et physique, en tout cas numérique, mais qu'il peut utiliser, en fait, pour expliquer, pour appuyer ses explications à son bénéficiaire. Donc, on va expliquer les démarches administratives qui peuvent être s'inscrire à la CAF, obtenir sa carte vitale, voilà, des choses un peu du quotidien qui vont concerner différents publics. Et d'autres démarches qui sont plus spécifiques à ce public réfugié, par exemple, faire une demande de réunification familiale, récupérer les documents envoyés à l'OFPRA, voilà, il y a ces deux types de démarches. On va aussi proposer des dispositifs, des programmes, des cours de français au niveau du département. Et là, on va travailler en collaboration avec les acteurs du territoire. Pour l'Occitanie, notre défi, c'est de faire connaître davantage Réfugiés.info pour que les structures qui proposent des services pour ce public viennent référencer sur notre plateforme. Donc, Réfugiés.info, en gros, c'est une plateforme collaborative, elle est complètement ouverte au recensement de nouvelles actions pour que ce soit visible directement au public réfugié. En tout cas, on va recenser dans ces thématiques-là, que ce soit les démarches ou les dispositifs, on va attribuer en fait une thématique, donc apprentissage du français, apprentissage de métier, activité culture, le logement, la santé, l'insertion professionnelle, la gestion des papiers, le déplacement, la famille et les études. Donc en gros, c'est ça qu'on va trouver sur Réfugiés.info.
qui est aussi en complémentarité à d'autres plateformes. On a d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux envoyer via lui une plaquette qu'on a fait au niveau national qui compare Réfugiés.info, Soliguide et Dora. Donc comme ça, c'est plus facile pour vous de voir la différence et à quel moment utiliser chacune des plateformes. Parce que nous, par exemple, on ne va pas proposer ce qu'est de l'aide alimentaire, ça n'existe pas chez nous, et Soliguide le fait. Et il y a d'autres choses qu'on propose et les autres plateformes ne proposent pas. Donc, il y a aussi effectivement une complémentarité entre les plateformes à observer. Donc, évidemment, un projet qui est fait avec les réfugiés, donc pour savoir déjà quel type d'usage numérique ils font, comment ils utilisent un téléphone, un ordinateur, quel type d'informations ils ont besoin. Et ce qu'on va voir sur Réfugiés.info, c'est d'abord la question de la traduction. C'est très important parce que là, on va traiter majoritairement avec un public allophone. Donc, on va proposer sur Réfugiés.info toute information en français, mais également en anglais, en russe, en arabe, pachto, persan, tigrinien et ukrainien. À savoir que pour nous, c'était important de garantir que cette traduction soit vraiment correcte, fiable, voire nuancée. Donc, toutes les traductions de Réfugiés.info sont faites par des humains, donc des experts de la langue, qui vont permettre que cette traduction soit correcte. Et ça aussi, c'est dans cette même préoccupation du langage clair. Donc, il ne faut pas que le langage soit clair uniquement en français, mais dans les autres langues aussi. Donc, voilà, pour proposer un outil adapté, on va avoir voilà, cette possibilité de changer la langue, ce texte en langage clair. On va avoir la possibilité d'écouter le contenu aussi, parce qu'on va être face à des personnes qui ne lisent pas ni en français ni dans leur langue, donc on peut écouter les contenus de Réfugiés.info. Et on a aussi la possibilité de partager facilement ce contenu. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les aidants. Quand eux, ils trouvent une information intéressante, ils peuvent partager rapidement avec leurs bénéficiaires. Voilà un peu ce que j'aimerais vous dire par rapport à Réfugiés.info. Si j'ai encore 2 petites minutes, je vais simplement vous montrer l'interface si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez jamais vu. Donc, ça, c'est Réfugiés.info. On a un moteur de recherche où je peux faire une recherche par thématique ou une recherche par mots-clés. Donc, je peux cocher des cases en fonction de la thématique qui m'intéresse, ou sinon aussi, je peux chercher par mots-clés, par exemple, CAF. Voilà, donc je vais trouver la démarche, par exemple, qui m'intéresse parmi plus d'une centaine de démarches qui sont disponibles sur Réfugiés.info. Donc, sur la fiche démarche, par exemple, voilà, elles sont un peu similaires. On va trouver l'information un peu organisée de cette manière-là. Une explication de ce qu'est la démarche, rapide, une explication, voilà. Et après, on va rentrer un peu plus dans les détails de étape par étape. Donc, c'est ici un peu, là, on a souhaité être exhaustif, c'est de permettre à la personne, avec un seul outil, une seule fiche, qu'elle soit capable de réaliser sa démarche jusqu'au bout. Et pour les aidants, ce qui va vous intéresser, c'est de vérifier que le public que vous accompagnez peut réaliser cette démarche. Et donc, c'est ici, du côté gauche de la fiche, vous allez voir le public visé, etc. Donc, c'est aussi une manière pour vous de vous rassurer que vous pouvez accompagner effectivement ce public à réaliser la démarche qui vous intéresse. Donc, voilà, en gros. merci beaucoup, Andressa. Je vois qu'en plus, on peut envoyer la fiche par SMS. C'est gratuit, c'est ça? C'est gratuit, ouais. On peut ajouter un 06 ou un 07 ici. C'est une manière de partager la fiche depuis votre ordinateur avec votre bénéficiaire. On ne sauvegarde pas ses numéros de téléphone. C'est anonyme, donc c'est notre plateforme qui envoie à la personne et vous pouvez aussi choisir la langue du message. La personne va recevoir déjà ce message traduit. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup pour cette présentation de cet outil très pratique donc pour les publics allophones et pour les aider dans leur démarche. Donc vous pouvez, je vous ai mis le lien donc justement qui permet d'aller sur le site. Vous pouvez aller le tester, c'est rigolo aussi en plus. On apprend nous-mêmes, même si on sait parler français, pas mal de démarches, de comment ça fonctionne. Donc encore
Alors, il semblerait que Louis bug un petit peu, donc plus de son, je ne vois plus son image semble figée aussi. On va patienter quelques minutes, je ne sais pas s'il va se déconnecter et se reconnecter. En tout cas, merci à tous les intervenants, intervenantes pour ces présentations. Merci beaucoup, très riche, très enrichissant, tous ces éléments que vous avez pu aborder. La suite de ce webinaire, on va essayer de faire tout ça de façon très brève, puisqu'on approche la fin du temps imparti. Mais il était question de présenter les lauréats d'un projet porté par RINOC en termes d'accompagnement de structures qui souhaitent faire de l'inclusion numérique. Je vois que Madame Fortier levait la main. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Je vous laisse la parole. Oui, en effet, pardon. En fait, c'était juste pour répondre à une question dans le chat, au sujet de Reconnect et de la part de Didier Bergeron, merci de confirmer que Reconnect n'a pas vocation à stocker les données de santé sur l'état de santé de la personne des examens, plutôt alimenté dans mon espace santé. Je voulais juste rajouter une précision là-dessus, qu'en effet, on est totalement en lien avec les acteurs de mon espace santé, de l'ARS, pour se mettre d'accord sur la complémentarité de nos outils. Notamment sur l'aspect que le coffre-fort numérique, il n'y a pas besoin du coup d'avoir ni de numéro de téléphone, ni d'adresse mail, ce qui n'est pas forcément le cas de mon espace santé où il faut du coup un numéro de sécurité sociale. Et du coup, on se met d'accord du coup avec les acteurs de mon espace santé pour bien faire la part des choses et du coup rendre un outil comme mon espace santé, en tout cas avec des espaces différents, aussi accessibles pour des publics qui n'ont pas le numéro de sécurité sociale. Je voulais juste revenir là-dessus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, désolé, j'ai mon ordinateur qui a bugué. Donc, je fais avec mon téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Voilà, dès qu'on parle d'inclusion numérique, c'est vraiment une malédiction. Du coup, juste, je voulais revenir sur la suite. Notre côté, vous l'avez peut-être vu passer, mais on a émis un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt, pour être plus précis. Et donc, on va accompagner de manière un peu soutenue deux structures, voilà, c'est un appel à projet qu'on avait lancé avant l'été, qui s'est clôturé le 1er août. Et donc, on va fournir 10 jours maximum d'accompagnement en ingénierie, justement, à deux structures pour aller déclencher, activer des leviers, parmi lesquels, voilà, ils seront à étudier, justement. On va commencer là dès maintenant. Donc, on a le plaisir de vous annoncer qu'on a retenu deux structures, pour le coup, qui nous avaient soumis des projets assez concrets. Et donc, pour le coup, il s'agit de la Passerelle 31 et puis de la Palanquée et de son Fab Lab. Ils sont parmi nous. Je crois que j'ai vu Monsieur Ford de la Passerelle 31. Est-ce que vous voulez prendre la parole rapidement pour Alors, dire... je me permets rapidement, Louis. Madame Marie-Pierre Desbons levait la main. Peut-être qu'elle avait quelque chose à rajouter. Ah, pardon, j'avais pas vu parce que je débarque dans la vidéo. Juste en 2 secondes, c'est une question qui a été posée au début, c'est quoi la différence avec les maisons France Service, etc. Bon, c'est pas tellement ça le positionnement de Gers Solidaire d'être différent ou pareil que les maisons France Service et l'accompagnement que l'on peut faire. Bon, on est vraiment sur le sujet du repérage, parce que c'est ça qui est difficile. Nous, on est sur des publics qui ne vont même plus pousser les portes des maisons France Service, qui ne vont plus à la CAF. Donc voilà, enfin, si vous voulez, nous, on ne se distingue pas par l'accompagnement en lui-même, mais par vraiment le type de public que l'on va chercher et donc on est vraiment sur de l'aller vers des personnes qui sont les premières victimes du non-recours, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. On est sur une structure effectivement qui prend en charge la précarité de manière générale. C'est vrai que les conseils numériques seront un peu plus sur le numérique et ses usages et les compétences numériques, et puis renverront vers d'autres structures plus compétentes, et notamment les France Services, ça c'est sûr, sur les services et les démarches en ligne. Donc, du coup, voilà, je vous l'ai dit un peu, mais on a retenu deux structures. Il s'agit, et je crois que je vais switcher d'appareil. Hop, voilà, je suis revenu avec mon ordinateur, de la Passerelle 31 à qui je donne la... Oui, également du Fab Lab, la Palanquée.
Fab Lab de la Palanquée. Est-ce que les personnes sont présentes et elles veulent bien dire un mot sur qui elles sont en quelques minutes à peine? Je vois Monsieur Nicolas Faure qui est parmi nous d'ailleurs, de la passerelle. Donc on va les accompagner, on espère, à lever des freins sur les sujets numériques à travers des leviers qui existent, hein, qu'on a pu présenter parmi eux. Monsieur Faure, dites-nous un petit peu qui vous êtes. Donc on va vous suivre pendant quelques jours d'accompagnement et quel est votre métier aujourd'hui? Merci d'avoir retenu notre candidature. Alors nous, enfin, je représente l'association intermédiaire La Passerelle qui est sur le territoire de Toulouse Métropole, qui existe depuis 35 ans et dont l'objet en fait est d'accompagner un public éloigné de l'emploi par un accompagnement justement personnalisé, social et professionnel. La particularité de notre association, c'est qu'elle a aussi une fonction d'employeur. Donc chaque année, on salarie à peu près 150 à 200 personnes éloignées de l'emploi. L'objectif étant que ces personnes retrouvent un emploi, un CDI ou une formation à l'extérieur de notre structure. Et il se trouve qu'effectivement, dans l'évolution des publics accompagnés, cette thématique de l'inclusion par le numérique monte très fortement. Et on a souhaité candidater justement pour mieux s'outiller sur des démarches qu'on a déjà engagées, mais parce qu'effectivement, ça devient tout à fait problématique, y compris d'ailleurs pour nos structures. Tout passe maintenant par le numérique. Voilà. Très bien, merci. On donnera des nouvelles de tout ça. Bon, de toute façon, il y aura forcément des choses à faire, ne serait-ce que partenariales avec les conseils numériques présents, etc. Et les autres leviers, on espère. L'autre structure qui a été retenue, donc, c'est, je disais, la Palanquée. Et on va pas tarder à clôturer après ça. Normalement, il y avait Théo, il me semble. Et là, c'est plutôt un autre membre de l'équipe qui l'accompagne. Je ne sais pas s'il est connecté. Théo de la Palanquée. L'idée, puisque visiblement il n'est pas là, mais l'idée c'était d'accompagner le déploiement d'actions de prise en main des machines numériques, comme un Fab Lab en fait, c'est le Fab Lab de la Palanquée qui souhaite aller toucher des publics dans les QPV. Donc le challenge, le défi, c'est comment arriver à rapprocher les publics du numérique à travers le faire et notamment eh bien, dans un contexte de quartier politique de la ville. Donc voilà, l'idée ce sera aussi de trouver des leviers qui permettront eh bien, de développer ces actions-là pour qu'il y ait aussi une autre approche du numérique qui intègre voilà, cette notion d'inclusion numérique, ce projet d'inclusion numérique au sein des quartiers politiques de la ville. Donc, c'est les deux projets qu'on va accompagner pendant quelques jours aussi. Et d'ailleurs, le lien a été donné sur la Palanquée aussi. Merci beaucoup dans le chat. Et enfin, donc aujourd'hui, on a aussi tous ces leviers qu'on souhaite compiler, qu'on souhaite présenter, expliciter. Et c'est ainsi qu'on va aussi, d'ici la fin de l'année, rédiger un guide voilà, sur le sujet, finalement, entre les différents éléments bibliographiques, entre autres, mais avec les outils. Et l'enjeu, ce sera pour nous eh bien, de montrer un peu quels sont ces leviers de manière plus exhaustive, parce qu'on sait que c'était très court comme sujet. On sait qu'il y a encore beaucoup d'autres sujets problématiques à aborder. Là, les verts, ça a été dit, hein, aussi, notamment parce que on a différentes problématiques avec des publics qui n'osent plus passer les portes des institutions. D'autres sont peu visibles tout simplement. Donc comment aller les toucher, c'est une vraie problématique. Les autres leviers bien évidemment, mais celui-ci entre autres, la question des données personnelles a été évoquée aussi, la responsabilité des structures à les gérer ces données, et puis pour le professionnel aussi qui accompagne les publics. Donc beaucoup de sujets encore qui doivent être travaillés peut-être de manière collective, hein. On a des solutions chacun, bien sûr, mais aujourd'hui, et des expériences, des compétences en la matière, mais peut-être que ça vaudrait le coup qu'on fasse des focus sur ces sujets. Ce sera peut-être l'occasion d'intégrer ces éléments dans un guide et pourquoi pas de revenir avec un nouveau webinaire. Là, on ne s'est pas du tout projeté encore sur le sujet, mais on espère que ça pourra se faire. Donc le guide pratique qui sortira. Et mieux associer les habitants, je lis aussi, effectivement. Ça fait partie d'un des groupes de travail, hein, il me semble, qu'ici, sur la participation citoyenne au sein Tout à fait. de l'animation régionale animée par Éric Pélisson. Il existe un groupe de travail dédié à cette thématique, à la question de la participation citoyenne, animé par FAS, donc la Fédération des acteurs de la solidarité.
Donc effectivement, Martine, ce sont des éléments qu'on vous fournira à la suite de ce webinaire. N'hésitez pas à me faire remonter vos besoins spécifiques. Si c'est OK avec les intervenants, nous vous ferons passer également leur support de présentation. Et sachez que comme je le disais en introduction, ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition en rediffusion afin que vous puissiez revenir sur les différents éléments. Nous vous donnerons aussi les contacts des intervenants si jamais vous avez des demandes spécifiques par rapport à vos territoires. Juste avant de nous quitter, certains nous ont déjà quittés, effectivement, il est 12h30. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser, faire remonter des éléments à faire remonter? Donc, je ne sais pas si on y a déjà répondu. Existe-t-il des sites supports regroupant l'ensemble des sites et services en lien avec la médiation inclusion numérique? Oui. Oui, alors il y a Les Bases, c'est un outil développé par l'ANCT, donc je vous donne le lien aussi, c'est lesbases, pluriel.anct.gouv.fr, et donc il y a beaucoup de ressources sur le sujet. Alors c'est un travail qui est en cours, bien sûr. On est aussi sur ce chantier-là de référencer, répertorier les bons dispositifs, les bonnes pratiques, les bonnes actions. Donc c'est aussi dans nos missions que de le faire savoir. En attendant, on est sur des projets là, justement de feuilles de route, je le disais, et c'est important d'aller eh bien, peut-être taper à la porte de l'écosystème de l'inclusion numérique, mais ce sont des questions qu'on va retrouver aussi dans d'autres stratégies, hein, les pactes de solidarité, la politique de la ville, également les plans locaux d'insertion et pour l'emploi. Donc en fait, c'est vrai que l'inclusion numérique aujourd'hui, voilà, il est traité certes de manière un peu centrale avec France Numérique Ensemble, mais on en trouve dans beaucoup d'autres politiques publiques. Donc c'est aussi ça l'exercice du quotidien, c'est pas une politique publique qui est tout à fait centralisée en réalité, elle est très diffuse dans les autres politiques publiques et notre travail au quotidien, c'est aussi en tant que hub d'arriver à faire les ponts entre ces différentes dynamiques et les différents outils. Donc vous êtes certainement beaucoup plus expert que nous, en l'occurrence, sur les sujets de l'action sociale, imaginons, et d'autres, mais néanmoins, si vous avez besoin de levier aujourd'hui et que vous avez inscrit des actions de ce type dans votre stratégie, dans vos plans d'action, dans vos différents schémas et politiques publiques, eh bien, sachez que toutes les ressources et leviers sur l'inclusion numérique peuvent être adressés, accompagnés aussi, explicités via nous et nos partenaires, hein. Donc, beaucoup intervenaient aujourd'hui. Ça dépend aussi de votre territoire. Il y a des territoires avec différentes dynamiques, donc, et différentes manières de travailler, différents acteurs. Donc, voilà, on pourra évidemment arriver à faire le lien. Il suffit de nous contacter. Merci beaucoup. Je vous ai mis dans le chat un petit questionnaire afin de savoir je vous pose quelques questions afin de savoir notamment si vos attentes ont été satisfaites, entre autres. Donc, effectivement, les différentes initiatives qui nous ont été présentées permettent de voir ce qui existe sur le territoire, sur la région. Elles sont complémentaires. Effectivement, j'ai vu passer dans le chat la nécessité de coordonner davantage et d'envisager le numérique dans une approche globale de l'accompagnement des personnes. Dans les situations de pauvreté, effectivement, de pauvreté et de précarité, les phénomènes tels que la fracture numérique ou l'électronisme sont des facteurs qui viennent se coupler les uns aux autres et viennent ankyloser le parcours des personnes. Ça favorise également leur isolement, leur sentiment de légitimité ou non à faire certaines démarches. Comme on disait aussi, certaines personnes sont très, très éloignées des services publics. On est sur des situations où il y a une perte de confiance, chose qui ne s'améliore pas avec la dématérialisation de toutes les démarches administratives. Néanmoins, des initiatives existent, comme on a pu vous en présenter aujourd'hui, et tout le travail derrière RINOC est également de pouvoir fédérer tous ces acteurs, fédérer toutes ces initiatives et tendre vers davantage de coordination, davantage de partage de l'information. Tu me complètes ou me corriges si je me trompe, Louis. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce webinaire était vraiment l'occasion de mettre en lumière les dynamiques existantes et à venir en Occitanie, en se disant que tout est perfectible et que vos remontées sont les bienvenues. Bonne conclusion, Cassie. Merci beaucoup. Alors oui, il y a encore des questions.
Mais effectivement, on va devoir arrêter là. Je vous remercie encore une fois au niveau des participants, des intervenants, des organisatrices, en l'occurrence de ce webinaire, et avec le soutien d'Éric Pélisson. Merci beaucoup. Merci.